concrètement, là, quand on voit la situation hier, en l'occurrence, elle n'a pas respecté la loi, mais elle sauve quand même des vies. Comment on choisit? Elle sauve des vies pour sauver les vies. Le plus simple, quand on récupère des gens au large de la Libye, c'est soit de les ramener en Libye, soit de les ramener dans le port le plus proche. C'est ça que dit le droit international. C'est pas de faire 1 millier de kilomètres pour les emmener sur les côtes européennes. Donc là, il s'agit véritablement de trafic d'êtres humains. Cette organisation non gouvernementale n'est en réalité que la complice de mafias de passeurs. On entend beaucoup ça, qu'il y a des mafias de passeurs. Mais comment on fait concrètement? Parce que ça, d'accord, le problème ne vient pas d'ici, il vient des pays de départ. C'est ce que vous nous dites en quelque sorte. Très bien, mais là, on peut rien faire d'autre, là, à part les accueillir. Vous comprenez qu'à partir du moment où il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on va à l'encontre de la volonté du peuple italien, qui a quand même mis au pouvoir Matteo Salvini. Matteo Salvini n'est pas tombé au poste où il est du ciel. Il a quand même été mis au pouvoir par le peuple italien, à travers lequel le peuple italien a envoyé un message fort disant « stop à l'immigration ». On en a beaucoup, on n'arrive pas à les intégrer, ni économiquement, ni bien sûr sur le plan de l'identité. Ça nous pose d'énormes problèmes, donc stop. Donc comment peut-on aller à l'encontre de la volonté du peuple italien et d'imposer comme ça par la force, simplement parce qu'une ONG sous les oripeaux de l'humanitaire décide de briser finalement la volonté du peuple italien de dire stop à l'immigration. Alors j'entends l'argument qui consiste à dire mais on ne peut pas les ramener en Libye parce que la Libye c'est un pays dangereux. Mais dans ce cas-là, qu'on m'explique pourquoi les migrants affluent de partout d'Afrique pour aller en Libye. Si la Libye est un pays dangereux, il est dangereux dans les deux sens. Dans le sens de l'arrivée des migrants candidats au départ à l'Europe et donc du coup dans le sens du retour. Mais là, il n'en est pas question puisque beaucoup de migrants arrivent en Europe à travers la Libye. Donc ça veut dire que la Libye est jugée suffisamment sûre par les migrants pour qu'ils y transitent. Donc à ce moment-là, il faut les ramener là-bas. La France va, en tout cas, s'est dite prête à en accueillir 10 de ces migrants. Mais là, c'est pareil. Attendez, allez voir à la porte de la Chapelle, sans parler de la jungle de Calais, etc. Enfin, quelle vitrine veut donner la France? Parce que moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on fasse les choses par humanisme. C'est un problème de vitrine. Mais oui, parce que la France ne peut pas, si vous voulez, se satisfaire que des gens vivent dans des cloaques. Des êtres humains vivent dans des cloaques comme à la porte de la Chapelle. Il faut vraiment aller voir ce que c'est. Il faut aller voir ce qu'est la jungle de Calais. Moi qui suis français, j'ai honte pour la France qu'on affiche, si vous voulez, le pays des droits de l'homme et faire vivre des gens dans ces conditions-là. Donc l'humanisme, si on se prétend humaniste, commande... C'est de ne pas les accueillir. Qu'on envoie un signal fort en disant notre capacité d'accueil est atteinte. Parce que si c'est pas le cas, on n'aurait pas Calais, on n'aurait pas la porte de la Chapelle. On a déjà du mal à gérer la crise migratoire à l'intérieur de la France. Comment voulez-vous qu'on continue à faire venir des migrants alors même que ceux qui sont déjà chez nous, on n'arrive pas à les accueillir correctement? On va passer à un autre thème, si vous le voulez bien. On va parler de cet accord qui a été conclu entre l'Union européenne et le Mercosur, un marché inédit par son ampleur qui va s'ouvrir, près de 800 millions de personnes. Est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore, selon vous? Pour moi, si vous voulez, c'est un accord qui est quelque peu anachronique, dans la mesure où ces grands accords de libre-échange fleurbont les années 80, les années 90, la mondialisation néolibérale, sans frontiéristes, etc. Je crois qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste un peu partout dans le monde, c'est précisément le retour des frontières, le retour des identités, le retour des États-nations, le retour des protections. Et donc, ça va un peu à l'encontre, si vous voulez, de cette page qui se tourne. Maintenant, quand on dit l'Union européenne et le Mercosur, à l'intérieur de l'Union européenne, il reste des États quand même. Et tous les États, il y a des gagnants et des perdants. Je pense que la France est un pays qui sera le grand perdant de cet accord. Alors je veux bien que cet accord avantage l'Allemagne, qui est une puissance exportatrice, qui va pouvoir, avec l'effondrement des droits de douane dans l'Amérique latine, exporter ses berlines, parce que c'est une économie très compétitive. La France, elle... Emmanuel Macron a quand même dit au sommet du G20 que c'était un bon accord. Non, c'est pas un bon accord. Et d'ailleurs, la France n'a rien à y gagner. Vous savez, la France, elle va bénéficier d'une double peine. La première, c'est que la monnaie, l'euro est trop fort par rapport à l'économie française. Et donc, on va pas être suffisamment compétitif pour profiter de cet accord. Et surtout, les monnaies sud-américaines sont très dévaluées, sans parler du coût du travail en Amérique latine. Donc, les premières victimes de cela, ça va être nos agriculteurs. Alors, évidemment, pour l'instant, l'agriculture est un peu le parent pauvre de cet accord. Mais la situation agricole en France est déjà suffisamment grave. Donc même une goutte d'eau supplémentaire risque d'aggraver considérablement le problème. Merci beaucoup, Jean Messia, d'avoir été notre invité ce soir.